Bon, écrivez. Je sous-signé. Philippe Chalamont, directeur du cabinet du président du Conseil, reconnaît avoir livré à mon beau-père, le banquier Étienne Vollard, lié au groupe Lieven, des informations. Monsieur le Président, Quoi, Monsieur le Président? Vous ne vous appelez pas Philippe Chalamont? Étienne Vollard n'est pas votre beau-père? Alors écrivez. Je sous-signé Philippe Chalamont reconnaît avoir livré à mon beau-père, le banquier Étienne Vollard, lié au groupe Lieven, des informations concernant la dévaluation du franc. Monsieur le Président, c'était pas vrai. Ah, attention, Chalamont. Grâce au groupe Vollard-Lieven, le pays vient de perdre ce matin 3 milliards. Et la Banque de France, pour soutenir le marché, va être obligée d'agir comme le font les coulissiers véreux. Or, la fuite ne peut venir que d'une des personnes qui était hier à Chevreuse. Si c'est le gouverneur, je dois le destituer. Si c'est mon ministre des Finances, je dois le traduire en haute cour. C'est l'un d'eux. Si vous pensez que c'est moi, faites-moi traduire en justice. Oh, mais vous avez la folie des grandeurs, mon petit. Pensez-vous que la France peut en ce moment se payer le luxe d'un scandale financier? Hein? Dites-vous bien que les 2 ans de prison que vous récolteriez comme un vulgaire voleur à la tire ne saurait être en aucune manière une réparation à l'égard de l'État. Monsieur le Président, je vous jure que je ne l'ai dit qu'à ma femme. On ne dit rien à sa femme quand on a épousé une banque. Ça se paye, la fortune, c'est ce qui coûte le plus cher. À l'époque de votre mariage, je vous avais pris pour un petit macro, mais finalement, vous êtes une sorte d'honnête homme. Vous venez de rembourser la dot. Votre beau-père peut être fier de vous. Écrivez. Écrivez. Informations qui ont été utilisées pour des spéculations portant sur près de 3 milliards de francs. Signé, daté. Que comptez-vous faire de cette lettre? La garder. Provisoirement, il n'y aura rien de changé dans nos rapports jusqu'au jour où je déciderai de vous foutre à la porte. Vous ne serez pas dans le besoin. Vous avez de quoi vivre. Monsieur le Président, je vous jure Que cette fois-ci, vous ne direz rien à votre femme, alors là, je vous crois. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 4. Cette semaine, émission Hommes et corps politique, morale et parole publique. Le cinéma donne à voir l'expression idéologique de quelques-uns et attention, quand la foule est menée, elle file à l'abattoir. Hartung, Hartung, le peuple se déchaîne, rechercher et détruire les agents pathogènes. La foule est à genoux, la foule est confondue, la foule est subjuguée, mais nous n'y croyons pas. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez bien évidemment compris avec cette introduction, donc nous allons parler de discours et d'hommes politiques à travers de films de ressortie en DVD et Blu-ray. Tout d'abord ressorti chez Rimini, édition Cromwell de Ken Hughes, film de 1970 avec Richard Harris, puis la ressortie chez Gaumont du Président de Henri Verneuil, film avec Jean Gabin et Bernard Blier. Pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment les meilleurs orateurs de la critique du Grand Ouest. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a Carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. À la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Justine ne peut pas être des nôtres ce soir car elle a sa rentrée des classes. Eh oui, on espère évidemment un très bon bulletin à la fin de ce premier trimestre. Avec des bonnes appréciations si oui, possible. Voilà, parce que sinon ça va chier comme on dit. Voilà, avant donc de passer au film des agendas locales, il y a beaucoup de choses à Rennes cette semaine. Donc sauf des soirées en bar. Sauf des soirées en bar, sauf des
des arts du spectacle, des arts vivants, tout ça. Mais il y a des choses au cinéma, hein, si tant est qu'on puisse encore y aller à la fin de la semaine, hein, on ne sait pas. C'est un peu l'inconnu. C'est bien comme ça de vivre dans le suspense, dans le mystère. Ça amène un peu de sel et un peu d'espérance à la vie. À de tristes existences. Notre tristes existences. Donc à l'Arvor, dimanche soir, car quoi de mieux pour finir la semaine que d'aller voir ou revoir Irréversible de Gaspard Noé dans son inversion intégrale, donc le film remonté dans son ordre chronologique, qui apparemment est du coup encore plus horrible que sa version déchronologique sortie en 2002. Donc voilà, si vous voulez vraiment bien finir la semaine, c'est à 21h je crois à l'Arvor. Il y a aussi le moyen métrage. Voilà, son dernier film qui est sorti la semaine dernière. Est plus léger. Voilà, donc il s'appelle Lux Aeternae, qui est sorti la semaine dernière, dont on parlera peut-être dans cette émission. Peut-être, si on va le voir. D'ailleurs, on ne sait pas. Sinon, ça sera la semaine prochaine, mais on en reparlera. Donc, dans le cadre des films du dimanche soir, nous-mêmes et nos copains du cinéma à mort avons le plaisir de vous proposer Arizona Junior des frères Cohen. Donc, ce sera dimanche. Pas de cette semaine, mais de la semaine prochaine, donc le 11. On aura beaucoup de choses la semaine prochaine. Il était une fois dans l'Ouest aussi, le 8. Oui, voilà, ça, hein. Le 8, mais on en reparlera plus précisément la semaine prochaine. Mais ce week-end, sinon à Rennes, du 2 au 4, donc il y a... organisé par Comptoir du Doc et l'Institut Confucius de Bretagne, un week-end made in China, on va dire. Donc, il vous proposera plusieurs choses, notamment dès vendredi, un ciné drive-in sur le parking de la Harpe avec Where Are You Going de Yang Zefang, dont on avait parlé ici il y a 2 ans, lors de sa sortie en Blu-ray chez Spectrum Film. Donc, le parcours sur 20 ans de Hong Kong post-rétrocession et sur différents personnages qui parcourent la ville en taxi et qui vont parler un petit peu de la situation hongkongaise. Très très beau film qu'on vous invite évidemment à voir et revoir. Mais donc sinon le samedi il y aura plusieurs choses, soit à l'Institut Confucius, principalement d'ailleurs que cela. Il y aura Sister de Si Ki-song, un film chinois de 2018. Il y aura A Peaceful Divorce de Sidi Wang, ce sont des courts-métrages. Il y aura Welcome de Zuri Kun. Il y aura une dégustation de Rujimo, des hamburgers chinois au porc avec de la sauce soja. Voilà. Donc il y a Prisoner in Freedom City de Yuja et Zheng Jingyang, un court-métrage de 32 minutes chinois, suivi de Réunion de famille de Guguzu. Et le dimanche, donc, vous aurez le plaisir de voir ou revoir l'immense film de Wang Bing, À la folie, un film merveilleux de près de 3 heures sur les instituts psychiatriques en Chine. Pas spécialement funky, mais... Comment tu vends du rêve. Mais en tout cas, un très très beau film. C'est très beau. On a souvent parlé des films de Wang Bing ici, ça vaut carrément le détour. Mais il faut s'accrocher. Sinon, si démarre cette semaine à Rennes, très court-métrage, parce que le festival court-métrage du coup ne peut pas avoir lieu dans ses conditions habituelles, mais donc dans différents lieux de Rennes, que ce soit au cinéma ou dans des espaces rencontres, notamment au Champ Libre. Donc il y aura des rencontres sur le cinéma, sur le druidisme aussi d'ailleurs, et quelques projets de films éparpillés par-ci par-là. Le programme est bien évidemment retrouvé sur le site de court-métrage. Sinon, dans le cadre des sorties nationales, il y aura quelques petites choses qui vont nous intéresser la semaine prochaine, notamment le film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, donc notamment sur les mouvements des Gilets jaunes il y a maintenant quasiment presque 2 ans, enfin entre autres, et qui je pense est pas mal basé aussi sur son travail de documentation dont il s'était servi pour son livre sorti l'année dernière, Sans sommation, qui était paru chez Grasset. Dernière sommation. Dernière sommation, ouais. Sinon, il y a Autonome, film documentaire de François Bégodeau qui sort aussi, qui doit passer à l'Arvor au TNB, je pense, puisqu'il y avait une avant-première il y a 2 semaines. Il y a le nouveau film de Aung San Suu Kyi, La femme qui s'est enfuie. Ouais. Il arrête pas de sortir des films, lui. Oui, c'est Aung San Suu Kyi, il en fait 3 par an à peu près, et donc la moitié sort en France parce que personne n'a le temps de suivre le rythme de voir ces films. Mais donc voilà, qui passera aussi probablement au TNB, parce qu'il y avait une avant-première de ça il y a 3 semaines, je crois, qui était présentée par notre camarade Simon l'Ancien, dit Simon Danilou. Et sinon, il y a le nouveau film de Yann Kounen, Mon cousin, avec Vincent Lindon et François Damiens. Voilà. Ok. Je pense que tu iras le voir. Le voir au cinéma, je suis pas sûr non plus. Ça sera sans moi personnellement. Oui, moi, pas tout de suite, non. Donc, vous voyez, il y a quand même pas des choses folles, mais des choses qui vont nous intéresser, notamment le David Dufresne, dont nous reparlerons la semaine prochaine, parce qu'on aime bien quand il y a la bagarre sur la police. Et puis je crois qu'au TNB, je sais pas, j'ai pas vérifié les horaires, mais je crois qu'il y a toujours des Latouada qui passent. Oui, et puis je crois qu'il y a un Oussa Ossienne aussi, mais je sais pas s'il a été prolongé pour la semaine prochaine. Les Fleurs de Shanghai. Voilà. Ah oui, c'est bien ça. Oui, très beau film, très beau film en costume. Ouais, exactement. Voilà. On va passer à la section critique de cette émission. On va partir du côté de la perfide Albion, car elle est toujours perfide, avec notre ami Oliver Cromwell, et tout de suite une petite chanson hommage de la part des Irlandais.
êtes toujours dans En attendant Godard, et donc c'était les Pogues avec Young Ned of the Hill, ou les Pogues ici, donc une chanson chantée par Terry Woods, hein, qui était principalement le joueur de mandoline, mais qui, comme tous ses camarades, composait. Donc une chanson, entre guillemets, hommage à Oliver Cromwell, à qui il souhaite de pourrir et de rôtir en enfer. Car donc Oliver Cromwell n'était pas spécialement l'ami des Irlandais, et les Irlandais ne le tiennent pas dans son cœur non plus, car il a basiquement massacré la moitié du pays suite à son accession au pouvoir qui est racontée. Il faut dire qu'il n'aimait pas les cochons de papistes. Non, exactement, voilà. Donc, dans le film Cromwell de Ken Hughes, qui est ressorti mercredi de la semaine dernière en DVD et Blu-ray chez Rimini Édition, film de Ken Hughes, qui était inédit en vidéo en France d'ailleurs. Et donc film de 1970 avec notre ami, cette vieille baderne, cette vieille citerne de bière de Richard Harris, et l'homme un peu moins porté sur la bouteille, Alec Guinness, où donc Richard Harris joue donc Oliver Cromwell, et surjoue Oliver Cromwell. Voilà. Où Alec Guinness donc joue le roi d'Angleterre, qui est Charles Ier, et qui fut le premier roi décapité par son peuple, avant même la France. Cochon d'anglais, vraiment toujours dans les mauvais coups. C'est vraiment un peuple de salopards. Hein. On peut rien faire avec eux. Ah non, c'est intolérable. Car donc notre ami Oliver Cromwell était un sale puritain. Et il trouvait que quand même, mais proche du peuple, hein, comme il le dit lui-même, et donc il trouvait que quand même l'Angleterre partait à volo, et que le roi Charles Ier n'avait vraiment aucune considération pour l'Assemblée nationale, que d'ailleurs il avait dissoute 13 années avant, au moment du début du film. Et donc la révolte gronde parmi les nobles anglais, qui trouvent que le roi vraiment est dispendieux, fait n'importe quoi, d'autant qu'il y a des menaces de guerre qui pèsent sur eux, et donc c'est un peu la grosse de mer. Et donc l'Assemblée va décider de destituer le roi, de refouler le sbeul dans le pays, et le chef de file, en tout cas tel que c'est montré dans le film, sera Oliver Cromwell. Je dis tel que c'est montré dans le film, car en termes de véracité historique, le film fait preuve d'un certain révisionnisme. Un espèce d'esprit de sélection, comme qu'il dirait. D'un esprit de sélection qui est, je pense, à mettre au fait que c'est un film vraiment de post-68 art. Donc c'est-à-dire qu'ils veulent le faire de Oliver Cromwell un personnage révolutionnaire qui se serait battu contre la royauté pour instituer une première république, ou pseudo-république en Angleterre. La réalité historique est bien évidemment un peu plus complexe que ça, mais le film néanmoins, par ses détours historiques, est néanmoins intéressante, même si assez partisane, et c'est pas étonnant que les Irlandais, au moment de la sortie du film, ont considéré la chose comme une immense merde et un immense crachat dans la gueule du peuple irlandais, et de tous les peuples que Oliver Cromwell aura dézingué au passage, parce qu'il était quand même assez productif durant son règne, qui aura duré quand même quelques années, et dans lequel il aura quand même eu le temps de foutre un petit peu de sbeul en Angleterre avant que les rois ne soient remis sur le trône et que l'Assemblée reperde un peu de pouvoir avant d'en reprendre et tout machin. Histoire classique finalement de la politique ou des mouvements politiques. Mais ce qui est néanmoins intéressant, je trouve, dans le film, et comme dans Le Président d'Henri Verneuil, dont nous allons parler après, ce sont effectivement les scènes sur l'homme politique et le discours politique dans une assemblée, puisqu'il y a beaucoup de scènes qui se passent justement dans l'Assemblée nationale, ou bien des discussions de salon, des négociations, dans le Parlement, soyons oui, pardon. Précis, hein, s'il vous plaît. Oui, bon, vous savez. Pas de francocentrisme, monsieur. La politique n'est pas une science exacte. Je sais bien, oui. Mais donc voilà, effectivement, dans les scènes au Parlement, à l'époque, ils voulaient mettre plutôt en place une monarchie parlementaire, en tout cas les premiers essaims d'une monarchie parlementaire, pardon. Et je trouve que c'est vraiment les aspects les plus intéressants du film. Ce sont toutes ces scènes de discours, ces scènes oratoires où le personnage de Cromwell ou d'autres, mais surtout le personnage de Cromwell, va justement parler à la foule, essayer de l'haranguer, essayer, on va dire, de le rallier à sa cause. Et ce sont, je trouve, les choses les plus intéressantes du film, parce qu'on en parlait un petit peu avec Erwan avant l'émission. C'est intercalé évidemment avec des scènes de bataille qui se veulent être impressionnantes pour montrer à quel point c'est aussi un grand chef de guerre, tout ça, comment est-ce que les différents mouvements de foule et de guerre et de bataille ont pu influencer le discours de Cromwell. Mais elle se voudrait impressionnante, et finalement c'est pas trop ce qui a l'air d'intéresser Ken Hughes, qui était plutôt un réalisateur de films d'aventure ou bien de comédie. Notamment, il avait fait Chitty Chitty Bang Bang, une comédie musicale, et il avait contribué à mettre en scène Le Joyeux Foutoir du Casino Royal de 1967, qui avait été mis en scène par au moins 5 ou 6 metteurs en scène différents, dont John Huston. Et très chouette film au passage, mais un immense bordel.
Et ce bordel-là est pour le coup un peu moins bien rendu dans les scènes de bataille de Cromwell, où en fait on n'a qu'une envie, c'est que les scènes d'action soient plus courtes pour avoir une nouvelle scène de dialogue qui sont impeccablement dialoguées et où là où les personnages ont vraiment des choses à jouer qui sont intéressantes et surtout des propositions de discours qui sont justement qui sont assez passionnantes malgré donc une certaine tendance au cabotinage de notre ami Richard Harris qui est assez coutumier du fait aussi je pense de son éthylisme forcené à l'époque puisque c'était le bon camarade de biture de Laurence d'Arabie, donc de Peter O'Toole et de Richard Burton et de Oliver Reed. Bref, voilà. Le quatuor des poivres britanniques de l'époque. C'était pas des buveurs d'eau de vaisselle, comme on dit. Exactement. Et donc, ce qui contraste justement avec la noblesse que Alec Guinness essaye d'apporter au personnage de Charles Ier. Apporte au personnage de Charles Ier. Donc, vous, docteur, aussi, vous avez vu le film de Ken Hughes. Alors voilà, moi j'avoue qu'Olivier Cromwell, c'est pas du tout ma spécialité, donc il a fallu que j'aille effectivement m'updater un petit peu sur Cromwell, qui est un personnage. Je savais que c'était lui qui avait fait décapiter Charles Ier, mais j'en savais pas beaucoup plus en fait. Je sais qu'il y a des histoires avec Mary Stuart aussi, puisque la reine dans le film, je crois que c'est Mary Stuart. Oui, qui est montrée quand même comme quelqu'un de qui sera exécutée elle aussi, il me semble. Une vraie comploteuse, elle est veuve. C'est une veuve noire. Voilà, exactement. C'est une veuve noire. Alors, on dirait Marie de Médicis. Mais il faut bien préciser que Mary Stuart, c'est probablement un des personnages les plus détestés de l'histoire britannique. Et pourtant, il y en a d'autres. Et pourtant, il y en a d'autres. Justement à cause de son catholicisme forcené et de sa tentative en fait de mettre à bas en fait l'Église anglicane. Donc voilà, parce que Cromwell c'est un puritain, anti-papiste, il n'aime pas les catholiques qui sont vraiment des défroqués, des salopards. Donc les puritains, ça apparaît dans beaucoup de la littérature d'époque, à peu près notamment dans les Trois Mousquetaires, parce que le personnage de Cromwell apparaît lors de la virée de nos amis mousquetaires en Angleterre. Ils combattent avec lui contre les royalistes, enfin contre l'armée d'Angleterre. Tout ça. Alors, faut bien préciser que les puritains dont fait partie Cromwell, c'est les mêmes puritains qui vont se retrouver sur Mayflower et qui vont partir aux États-Unis, qui vont construire qui vont fonder les premières colonies. Donc on est quand même pas chez du rigolo. Faut bien préciser, on est quand même chez des gens. Avec le nom de puritain, tu sais que pareil, c'est pas Joe rigolo. On est quand même dans du fanatique religieux, quand même, parce que c'est quand même ça. Le puritanisme protestant, c'est du fanatisme religieux. En face duquel on trouve effectivement donc le monde catholique. Alors lui, qui est plutôt un monde, on va dire, où c'est plutôt, mais d'ailleurs c'est une des répliques du film, où c'est une force politique en fait. Et donc le but du catholicisme, évidemment, c'est de se débarrasser de tous ces enfoirés de protestants. Donc on est à l'époque de Louis XIII, ensuite il y aura Louis XIV avec l'édit de Nantes. Enfin voilà, il y a tout un contexte c'est la papauté religieux. Qui tire les ficelles. Et la religion est très présente à l'intérieur des discours des personnages. D'ailleurs dans le film, on sent bien que ce conflit religieux, c'est un petit peu le nerf en fait de ce qui se passe en fait et de la guerre civile en fait entre les deux. C'est plus une guerre idéologique et religieuse que vraiment une guerre pour le peuple, selon leur grand discours qu'ils ont au Parlement. Moi, je vais pas trancher sur les protestants, les catholiques, sur les Irlandais, d'autant plus que le catholicisme irlandais n'est pas non plus spécialement connu pour son côté sympa de couvent de la Madeleine en interdiction de l'avortement. Le catholicisme irlandais a quand même souvent fait preuve d'une certaine rigueur, comme qui dirait. Oui, mais c'est typique de tous les mangeurs de patates. Voilà. Et donc par contre, pour revenir sur le film, c'est vrai que moi j'ai trouvé le film. Alors j'ai pas trouvé le film ennuyeux. Mais c'est vrai que j'ai trouvé le film un peu déséquilibré. Un peu déséquilibré, un peu mou du genou. Je trouve que la deuxième partie est plus intéressante que la première, notamment parce que dans la deuxième partie, il y a une espèce de réhabilitation du roi Charles Ier qu'on découvre avec sa famille, alors que on voit très peu Olivier Cromwell en fait avec sa famille, avec ses enfants. Enfin, c'est très froid en fait les rapports qu'ils ont. Ce qui fait que moi j'ai eu un peu de mal à m'attacher en fait à Olivier Cromwell, que je trouve en plus assez fanatique du coup. Et assez droit dans ses bottes, mais alors avec une espèce d'idéal républicain, mais que je trouve un peu hypocrite. Alors peut-être que c'est un point de vue de français, ça justement, parce que la notion anachronique en plus, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils essayent de caler en fait sur Cromwell une espèce, comme si c'était une espèce de personnage qui annonce non pas l'esprit républicain en Angleterre, mais qui annonce cette espèce de partage du pouvoir entre la royauté qui on va dire est une royauté symbolique en fait, mais qui pèse quand même de manière très forte sur l'inconscient collectif britannique, et puis le Parlement qui est vraiment le lieu du pouvoir en fait, puisque c'est lui qui vote les lois. Mais même encore aujourd'hui, la reine n'a pas à commenter et ne commente pas ce qui se passe à l'intérieur de son pays, en tout cas la politique intérieure de son pays. C'est une souveraine de représentation internationale. Donc comme Miss France. Voilà, donc une sorte de Miss France, mais qui tiendrait beaucoup plus longtemps quand même dans le temps. C'est vrai. Et c'est vrai c'est vrai que ça c'est quelque chose effectivement qui est un peu difficile à comprendre pour un spectateur français. C'est cette espèce de partage du pouvoir, et comment est-ce que c'est à cette période-là justement que le partage du pouvoir s'effectue. Et c'est vrai que
de caler cette espèce de républicanisme, à mon avis un peu anachronique, sur Olivier Cromwell, alors qu'en fait il s'agit plutôt de donner du pouvoir au Parlement. Je me demande, alors c'est ça le truc, je me demande si la lecture chez les Britanniques, à mon avis la lecture chez les Britanniques doit être plus, c'est quelque chose qu'ils se connaissent mieux, enfin c'est des parties de leur histoire ça fait partie de leur histoire à eux, et je pense que ils voient pas tellement le côté républicain, je pense qu'ils voient plutôt ce côté monarchie parlementaire en fait. Et Cromwell, alors ce qui est intéressant sur le personnage de Cromwell, encore une fois c'est dans la deuxième partie, c'est comment ce mec-là, qui arrête pas de professer la paix, se retrouve toujours en position de faire la guerre. Alors là, moi, je pense qu'il y avait vraiment un angle d'attaque et je regrette que ça soit pas plus travaillé, cette partie-là. Qui lui-même prend le pouvoir sur le Parlement. Voilà. Et qui finit par devenir un dictateur, hein, parce il finit par virer le Parlement, par faire exactement la même chose que Charles Ier. Le protecteur de l'Angleterre. Devenir protecteur de l'Angleterre et il va gouverner pendant 5 ans avant le retour de la monarchie. Donc, lui passe son temps à refuser en fait des pouvoirs qu'il finit par prendre parce que les autres sont trop cons en fait. Parce qu'il a pas le choix. Voilà, parce qu'il a pas le choix. Bon, je pense. Il est meilleur que les autres. Voilà, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça et je pense qu'Olivier Cromwell, comme tout homme politique, n'était pas totalement étranger à l'ambition politique et alors qu'il est montré comme un mec justement qui veut partir. Voilà. Qui veut partir au Nouveau Monde, un paysan un peu machin et tout. Bon, alors qu'en fait, il a le rapport qu'il a avec le peuple. Parce que la terre ne ment pas. Voilà, c'est ça. Ça reste un rapport comme de soumission. Il n'a pas grand-chose à voir avec les Pégus qui croisent vite fait au début du film, quoi. Donc c'est vrai que la première partie, je trouve que le film est un peu déséquilibré parce qu'il y a cette première partie où il y a ces scènes de bataille que je trouve un peu molles. Où il y a plein de monde, il y a plein de canons, il y a plein de machins, il y a plein d'uniformes. Il y a plein de moyens, quoi. Mais c'est pas la bataille de Falstaff, quoi. Non. Voilà, ça manque d'un peu de souffle de mise en scène et ça manque d'un peu plus de gros plans, d'un peu plus d'immersion à l'intérieur de la bataille. C'est très vu. C'est vraiment vu comme une reconstitution, en fait. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là de voir une reconstitution comme on fait des reconstitutions de bataille. Du coup, c'est vraiment vu, en fait, du point de vue des chefs qui sont à l'extérieur de la bataille, qui regardent comment ça se passe, les petits mouvements de foule. Limite, ça pourrait être intéressant si justement ils ont profité pour faire un truc de stratégie, de voir comment ça fonctionne. Mais en fait, pas du tout. Non. On voit juste des plans avec des vrais mecs qui se chargent dessus, ils se rentrent dedans, puis tu regardes ça avec un... Ouais, sauf que, tu vois, Culloden c'est sorti 5 ou 6 ans avant, quoi, tu vois, avec quand même vachement moins de moyens, et moi j'y crois beaucoup plus, quoi, à la bataille de Culloden de Peter Watkins ou à Falstaff, qui sont quand même des films sortis avant ce film-là, et qui sont quand même, en remontant un peu plus loin, comment s'appelle ce film d'Eisenstein, Alexandre Nevsky, voilà, où il y a quand même des modèles, quoi, de scènes de bataille. C'est-à-dire, c'est pas comme si on pouvait dire, ouais, on est dans les années 70, c'est pas. Même les soviétiques, à l'époque, où ils font guerre à épée, ils font voilà. Quand même, exactement. Il y a des tas de scènes de bataille, même chez David Lean. Il y a une énergie chez David Lean c'est pas la prise d'Aqaba dans Laurence d'Arabie. Voilà, tu vois. Et alors que David Lean, c'est ultra classique, quoi, comme cinéma british, mais il y a quand même cette espèce de souffle. Et là, c'est vrai qu'on sent que Ken Hughes, il manque un peu de son. On sent qu'effectivement, ça n'intéresse pas des caisses, et que ce qui l'intéresse, c'est les discours parlementaires qui, là, du coup, deviennent un peu plus intéressants. Et, je trouve qu'ils auraient pu laisser hors champ en fait toute la partie bataille et tout ça. Et moi, je pense que le film aurait pu être très bien si ça avait été juste un film de parlement en fait, quoi. D'autant qu'en plus, ils omettent plusieurs batailles importantes qui ont marqué les retournements de situation et de régime et de changement. Mais qui sont pas plus explicités que ça. Enfin, ce qui fait que pour un public non britannique, ça reste un peu, ça reste un. On l'a perdu. Ok, c'est cool. Voilà, ça reste. Il y a pas parfois les choses se passent très vite. Il y a des personnages qui meurent hors champ et puis on dit bah tiens il est mort. Alors qu'on nous a présenté les personnages comme des personnages super importants dans le film. Puis tout d'un coup on dit ah bah non mais il est mort en fait. Ah bon d'accord. Très bien. Donc on sent que il est partagé en fait entre ce désir de faire un film parlementaire en fait et cette obligation d'avoir du gros budget et enfin de montrer son gros budget à l'écran en fait. Et je pense que le déséquilibre il vient en partie de ça. C'est qu'il y a vraiment une dichotomie entre finalement le scénario et puis cette nécessité de montrer l'argent quoi finalement et de faire du grand spectacle quoi. Il y a une dichotomie aussi notamment parfois je trouve le personnage de Charles Ier où tu as l'impression qu'ils savent pas s'ils veulent le montrer comme un salopard de monarque qui a bien mérité son sort ou alors comme un mec vraiment un faiblard qui est manipulé par tout le monde. Exactement. Notamment dans ses rapports avec son neveu qui est joué par un tout jeune Timothy Dalton où tout d'un coup on lui découvre c'est le héros flamboyant, il est jeune, il vient d'Allemagne, il va aller foutre une branlée à tout le monde et finalement comme il a perdu une bataille, après, il est rejeté par son oncle qui va le traiter comme la dernière des merdes et ils savent pas parce que c'est sa femme qui le manipule ou alors moi j'ai eu l'impression que le scénariste au bout d'un moment il s'est dit un peu comme dans le film, il s'est dit merde on va trop loin. C'est le roi quand même quoi. Et au Royaume-Uni le roi ça reste quand même quelque chose d'assez déjà qui se fait décapiter à la fin. Voilà, ça reste quelque chose. Voilà, ça reste assez sacré. Et on sent qu'ils veulent pas blesser le sentiment monarchiste non plus. Enfin tu vois. Et du coup ils choisissent pas clairement entre finalement Olivier Cromwell et Charles Ier. Alors peut-être que c'était volontaire au départ, mais à ce moment-là il aurait fallu à mon avis dessiner
les contradictions de Cromwell et, à mon avis, peut-être plus les souligner à l'intérieur du film pour qu'il y ait un équilibre, parce qu'on a vraiment l'impression que Cromwell, c'est l'homme providentiel. Il est droit dans ses bottes. Voilà, il est droit dans ses bottes, il a jamais tort, il a jamais tort. Même quand il prend le pouvoir à la fin de manière totalement autoritaire, finalement, il avait raison. Voilà. Les autres, c'est tous des pourris, c'est tous des voyous. Ils sont veuls, ils sont lâches, ils sont traîtres, voilà. Et lui est toujours bien. Et c'est vrai que là, finalement, et c'est peut-être lié à l'interprétation, parce que moi, je trouve qu'Alec Guinness, si je suis un peu réservé sur le surjeu de Richard Harris, que j'aime bien par ailleurs, hein, mais si je suis un peu réservé sur son surjeu, je trouve qu'Alec Guinness, lui, par contre, joue la partoche. Super bien. Et c'est vrai que j'aurais presque. Tu sens l'école Ealing quand même de jeu qui est très sobre. C'est très sobre. Et puis justement avec dans la deuxième partie du film une sensibilité de jeu qui provoque l'empathie du spectateur. Et je trouve que ça aurait été presque plus intéressant de montrer justement la réversibilité de ces deux personnages, comment ces deux personnages qui sont opposés se retrouvent à faire les mêmes choses. Et pourquoi est-ce qu'ils font... Enfin voilà, là aussi il y a un déséquilibre dans le traitement des personnages. Il y a une espèce d'héroïsation de Cromwell que je trouve un petit peu artificielle, et une humanisation de Guinness, mais qui arrive un peu tard à l'intérieur du film. Ouais. Donc alors, effectivement, c'était Cromwell de Ken Hughes, ressorti la semaine dernière en Blu-ray. Juste pour ajouter par contre un truc moi que j'ai beaucoup aimé, c'est la musique. Ouais. La musique est cool, la musique est bien cool. Et beaucoup plus épique que les scènes de bataille. Ouais, exactement. Et mais la musique est bien. Il y a une espèce de gravité avec des chœurs et tout. Enfin, il y a des moments vraiment. Je sais plus qui a fait la musique, mais il y a des moments très 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 sympas. La photo est très bien aussi. Enfin, techniquement, le film est pas du tout moche. Hein. Une très belle copie d'ailleurs. En plus, l'interprétation est bien, mais c'est vrai que c'est un peu empesé. Voilà, c'est ça. Si je devais résumer mon avis, j'ai trouvé ça un peu empesé. Et il y a des moments. Il y a des moments où je m'attendais à voir des Monty Python débarquer. D'autant plus que dans le film, alors je sais pas si t'as remarqué, mais dans le film, il y a deux acteurs. Il y en a un qui ressemble à Eric Idle et un autre qui ressemble à John Cleese. Il y a un mec qui ressemble à John Cleese qui est toujours à côté d'Olivier Cromwell au Parlement. Et à un moment, à la fin, quand ils viennent le chercher pour lui dire faut que tu deviennes roi, il y a un mec au fond qui ressemble furieusement à Eric Idle, quoi. Et donc à chaque fois, je m'attendais aller voir débarquer. Il y a même une scène où par exemple il y a l'évêque qui fait la prière pour la bataille et où ça recule. Et moi, je pensais à la vie de Brian. Et je pensais au mec qui était de super loin qui dit on n'entend pas ce que tu dis. Tu vois. Et du coup, c'est pas très bon signe. C'est très anglais. Voilà, et c'est pas très bon signe quand tu regardes un film super sérieux et que toi tu vois toute la parodie que tu pourrais tirer des images que tu regardes. C'est pas super méga bon signe ça quand même. Donc c'était Cromwell de Ken Hughes, ressorti en Blu-ray la semaine dernière chez Rimini Éditions. On va rester du côté du discours et de la parole politique, mais on va revenir chez nous aux mangeurs de baguettes et de pâtés en France. Belle France de la 4ème République. Et on va se demander qu'est-ce qui se passerait si j'étais président. Il était une fois à l'entrée des artistes. Et oui, vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était Gérard Lenormand avec Si j'étais président. Arrête de choisir des chansons où tu peux chanter dessus. Il faut vraiment que tu arrêtes. Je sens bien que tu choisis exprès, parce que vous entendez pas évidemment ce qui se passe quand il y a la chanson. Mais nous, on a le droit à l'accompagnement a cappella de sa voix suave et angélique. De sa voix suave et angélique de jeunes choristes. Merci. Donc voilà. Non. Merci. Essaye de trouver. non, t'inquiète pas. Genre de musique instrumentale, tu vois, des trucs ou alterne. Voilà. Faut alterner. Faut falloir alterner. Donc, si j'étais président, Gérard chanson de Gérard Lenormand. Quelle honte. La dernière fois qu'on l'a passé, c'était qu'on avait parlé de la tour de contrôle infernale de Eric Ramsey, parce que c'était le générique de fin. Oui. Mais bref, aucun rapport avec ce dont il va être question dès à présent, car de président, il y en est justement question dans le bien nommé Le Président, mais pas un président de la République. Non, en l'occurrence. Exactement, président du Conseil. Donc, film de Henri Verneuil de 1961 avec le vieux, comme on l'appelle, Jean Gabin et Bernard Blier, qui ressort en Blu-ray chez Gaumont, film qui a connu déjà plusieurs éditions, notamment chez TF1 Vidéo avant, mais qui du coup là est accompagné de nouveaux bonus et interviews, notamment du coup des spécialistes de Jean Gabin et de l'histoire parlementaire de la France. Car donc de quoi que ça cause le président? Eh bien, notre ami Jean Gabin joue le président du Conseil lors de la 3e République, si je ne m'abuse. Ouais, moi j'ai l'impression que ça se passe un mix entre la 3e et la 4e République. Voilà, j'ai l'impression que ça se passe dans les années 30. Voilà, parce qu'il mentionne jamais la
Seconde Guerre mondiale, il mentionne la première. Il parle de Verdun. Ouais, voilà. Mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt dans les années 30. Et donc c'est un film qui est structuré en flashback, parce que ça commence avec Gabin, qui est retiré de la vie publique, qui est vieux, qui a plus de 70 ans passés, et il est en train d'écrire ses mémoires avec sa secrétaire. Ça alterne avec des scènes où il rencontre son médecin, il rencontre des journalistes, et donc il va raconter un épisode qu'il ne peut pas raconter dans ses mémoires, justement, une scène qui se passe a priori, on va dire, dans les années 30, à l'époque où il est président du conseil, et un de ses secrétaires de cabinet, qui est joué par Bernard Blier, en fait, qui est lié avec des intérêts de grands groupes financiers et commerciaux, va plus ou moins manigancer pour faire en sorte que l'industrie récupère beaucoup de brousouf dans une affaire, au détriment d'une création d'une Europe qui se voudrait fédérale, justement, avec les Allemands, avec les Anglais, avec les Suisses, enfin avec les partenaires habituels qui ont mené à la création de l'Europe, en tout cas dans le monde réel, en 1957. 35, voilà, bref. Voilà. Oui, Thibaut, c'est vous l'historien du groupe. Hein, la CK en 20donc. Voilà. Il n'y avait pas la Suisse. Hein. Oui, voilà. Mais bon, le son, elle est jamais là, celle-là. Toujours dans les mauvais coups. On dirait les Anglais. Bref. Donc, voilà. Et donc, ça va raconter un petit peu ces manipulations-là et, on va dire, les coulisses du monde de la 3e et de la 4e République, en tout cas du régime de conseil parlementaire, ce qu'il y avait à l'époque avant le régime présidentiel en 1958, après le putsch raté en Algérie grâce à nos amis de l'OAS. Et le putsch réussi du général de Gaulle en France. Voilà, tout est lié. Et donc où est-ce que je vais en venir ? Donc voilà. Et comme dans Cromwell, il y a justement de nombreuses scènes qui se passent à l'Assemblée nationale, cette fois non pas au Parlement. Enfin si, c'est un peu les deux, c'est le Parlement et l'Assemblée nationale. Et donc ce qui nous permet de grandes joutes oratoires avec le personnage de Gabin notamment, mais aussi d'autres représentants du peuple français, on va dire. Il y a des scènes au Parlement et des scènes, on va dire, de bureaux, de coursives, de salons, des tractations, voilà, excellent, des scènes de salon. Et Verneuil, c'est le premier film qu'il tourne avec Jean Gabin et le producteur Jacques Barre. Après, ils vont enchaîner avec Mélodie en sous-sol et Un Saint-Jean d'hiver qui ressortent aussi chez Gaumont dans le même temps. On en reparlera un peu plus tard. Et bien sûr, après, Verneuil retournera avec Gabin, notamment dans Le Clan des Siciliens. Mais là, c'est la première fois qu'il le met en scène, qu'il s'attaque à ce monstre sacré-là du cinéma français, qui est revenu après-guerre, du coup, et qu'on a commencé à appeler le vieux, parce que c'est là où où Gabin a commencé à jouer des rôles de patriarche. Et Verneuil, avant ça, il était plutôt habitué, on va dire, à des comédies, beaucoup de comédies avec Fernandel, justement, qui étaient très bien fabriquées, mais évidemment pas du tout considérées. Après son passage avec Fernandel, il va avoir un virage un peu plus dramatique, avec un beau film d'ailleurs qui s'appelle Des gens sans importance, qui là s'intéressait plus à des prolétaires du sud de la France, vraiment un très beau film. Et avec ce film-là, il inaugure la décennie de son cinéma dans les années 60, où il va sortir ses meilleurs films, où il va tenir une forme formelle, justement, absolument indécente, et où il sera très très peu considéré par la critique française, on va dire, malgré de nombreux succès populaires, et dans une forme toujours très bien tenue. C'est d'ailleurs, je pense, la chose qui ne passait pas. Ils en parlent à un moment dans les bonus, c'est dans les bonus de Mélodie en sous-sol. Il y a un journaliste qui raconte le fait que justement, on ne pardonnait pas à Verneuil de faire des films populaires, mais qui étaient bien fabriqués. C'est-à-dire que le cinéma populaire est acceptable à partir du moment où c'est branc, quoi. Donc c'est pas grave, ça correspond au film d'action, au film d'aventure. Voilà, les années 60, c'est la décennie où il fait notamment, à mon avis, un des meilleurs films de guerre français, qui est Week-end à Zuidcote, avec Belmondo, et qui enfonce, mais quand je dis enfonce, mais c'est même qui éclate Dunkerque, 10 fois Dunkerque, mais 100 000 fois. Mais Dunkerque peut aller se coucher, mais tout de suite maintenant. Là, si vous aimez les films de guerre, regardez pas Dunkerque, regardez Week-end à Zuidcote, c'est vachement mieux. Ouais. Et donc ce film-là, qui en termes formels peut sembler très classique, parce qu'il est très beau, il est très feutré, il est quand même, je trouve, assez largement opératique dans les scènes d'assemblée. Il y a beaucoup de compositions de plans qui sont, je trouve, très belles, mais qui justement qui ne s'efface pas devant son sujet, mais le sert admirablement bien sur ses grands discours, sur ses grands monologues qu'a le perso de Gabin, alors que Gabin détestait les monologues. Apparemment, il en a bien chié pour apprendre son texte. Précisons que c'est Audiard qui Audiard, et c'est basé sur un roman de Georges Simenon. Et ce qui, je pense, pour ça, moi, le film me plaît autant, c'est que parfois Audiard a des facilités de scénaristes et puis de dialoguistes qui sont parfois un peu fatigantes, alors que là, vu qu'il se sert du roman de Simenon, justement, il s'y tient, il est très proche et il donne une certaine envolée avec quelques saillies qui justement sont
très Audiard justement, mais qui fonctionne très très bien là-dedans, parce que Audiard l'a écrit avec Verneuil, et je pense que c'est pour ça aussi le film en termes d'écriture est aussi cohérent, et aussi plaisant, et aussi passionnant, quoi. Et parce que ça pose une question à la fois sur la question oratoire, on va dire, sur la question de parler aux foules et comment est-ce qu'on parle du peuple et par le peuple, et aussi sur une certaine éthique républicaine, où le perso de Gabin voudrait prendre en référence Georges Clemenceau, qui pourtant n'est pas un personnage exempt de crapulerie et puis de saloperie, mais en tout cas un peu cette figure-là de la France, du républicain old school, quoi. De la France de la Troisième République, qui serait un peu la référence du perso de Gabin, quoi. Messieurs, dames, juste messieurs, vous l'avez vu ici. Mais non, Monsieur... mais nous ici on fait pas de on n'a pas de distinction de genre, messieurs dames, ça nous va très bien. Alors monsieur Fla, que pensez-vous de ce film de réelle politique française, comme on en Oui, appelle? alors déjà la France est très peu habituée en fait à faire de la politique fiction, et ça c'est d'autant plus intéressant que le film à être vu en 2020 en fait n'est plus tellement de la politique fiction, mais plutôt une espèce de politique documentaire. On y reviendra sûrement via l'énorme discours de Gabin à l'Assemblée. Mais alors, juste pour démarrer peut-être, alors le film déjà pose une question élémentaire. Depuis quand en tant que spectateur et en tant que citoyen, on n'est pas tombé amoureux d'un homme politique? Et en fait, ce film permet de tomber amoureux d'une personne qui a une éthique politique, qui a une morale politique, et qui s'y tient. C'est comme en fait pour Cromwell, mais ici en fait on est vraiment, alors peut-être pas dans une naïveté ou dans un angélisme, mais dans une espèce de vision de la politique qui est, on va dire, saine, c'est-à-dire exempte de foi, hein, c'est une forme de foi républicaine, hein, qui ouais, exempte de tout lobby, exempt de tout cynisme, exempt de tout conflit d'intérêts avec le monde privé, et ça en fait ça fait du bien de voir ça. Ce qui fait qu'on a taxé Vernet avec ce film-là de populiste, justement. Alors ouais, non, peut-être pas. Faut peut-être pas déconner et taxer le film de populiste, mais en fait c'est un film qui peut redonner confiance. Alors le contexte actuel fait que cette confiance est trahie à jamais, mais néanmoins c'est un film qui marque la chose, qui fait du bien en fait au moral et qui fait du bien à la conscience politique du spectateur, et ça c'est intéressant. Juste pour revenir sur les dialogues de Verneuil de Audiard, alors bon, Audiard était un peu un cochon sur les lieux de tournage, il était un peu chiant, travailler avec lui était un peu chiant, et a priori ça s'est très bien passé avec Verneuil, et en effet les dialogues d'Audiard sont d'une profondeur insoupçonnée, et en fait il ne sur-audiarise pas ses propres lignes de dialogue, et ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a pas alors il y a quelques bons jeux de mots qui sont plutôt truculents, surtout quand c'est sorti de la bouche de Gabin, donc ça fait toujours plaisir. Mais voilà, on n'est pas dans un excès ou dans un excès audiardien en fait, et ça c'est vraiment très plaisant. C'est d'autant plus plaisant en fait que ce non-excès, ce refus de l'excès peut être mis en parallèle avec le refus de l'excès de la mise en scène de Verneuil, qui pourtant est d'une efficacité exemplaire. Tu l'as dit, les cadres sont léchés. Les lignes de fuite au Parlement sur les personnages. C'est absolument exemplaire. Il alterne bien les gros plans avec les superbes plans d'ensemble dans l'Assemblée, là où on voit ce Gabin, par exemple, la scène de discours à la fin. Alors sans trop spoiler le film, mais à un moment, quand il part, là, c'est absolument magnifique. Il y a peu de gros plans d'ailleurs, hein. C'est plutôt des plans moyens, ce genre de choses. Il y a très peu de gros plans. Un peu de contre-plongée. En fait, c'est un peu un gladiateur dans une arène, hein. Il est filmé un petit peu comme ça. Et en même temps, il y a ces scènes de salon qui sont admirables, et il y a un truc tout con, c'est l'importance donnée à la porte, au rideau, à la porte de bibliothèque. Et ça fait un bien fou de voir une figure marquée comme ça, une figure toute con, hein, mais qui vraiment prend toute son importance au regard en fait des tractations qui se jouent en coulisses autour de la création. Alors d'abord d'une politique monétaire, et puis ensuite de tractation autour des États-Unis et d'Europe qui sont nommés stricto sensu. En fait, on parle de fédéralisme européen. C'est hallucinant de réussir à faire un film qui est passionnant alors qu'on parle de la PAC, quoi. Ah ouais. Enfin, pas que de la PAC. Oui, mais en partie. Oui, le film dure 1h45, ça se suit, mais impeccablement, c'est hallucinant. Docteur. Bah, je rejoins tout à fait votre avis à tous les deux, hein. Moi, ce que j'aime bien chez Verneuil, c'est que Verneuil, c'est quelqu'un qui, moi, j'ai toujours l'impression, c'est quelqu'un, à mon avis, qui aime bien le cinéma américain.
c'est quelqu'un qui a pris pas mal de leçons, je veux dire, non pas à Hollywood, mais en tant que spectateur avec le cinéma hollywoodien. Par exemple, un truc tout con, c'est que dans cette scène, il y a un moment où Gabin parle comme ça, et le plan est en contre-plongée, la caméra tourne autour de Gabin, fait une espèce de travelling semi-circulaire. Voilà, je trouve que déjà, il y a quelque chose de très moderne, moi, je trouve, de très moderne, on va dire, en termes de cinéma mainstream, quoi. C'est-à-dire, il y a une espèce de souffle de la mise en scène qui, effectivement, reste très discrète, mais qui n'est jamais inopportune, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, après, dans les années 60, Verneuil a eu l'opportunité de faire des films aux USA, notamment un western qui est super avec Bronson qui s'appelle La bataille de San Sébastien. Mais il est revenu un peu en France en disant que justement, en fait, ce qu'il voulait faire, c'est pas les films américains, c'est des films à l'américaine. Mais voilà, exactement ça. Et de ce point de vue-là, il est, mais quelque part, comme il fait, pour moi, il est un peu de la même famille que quelqu'un qui est plus jeune, mais Costa Gavras, quoi. Ouais. Ses débuts, ou Louis Malle, voilà, cette espèce de jeune génération très influencée et formaliste. Ouais, et c'est marrant parce que de voir que ce mec-là, qui a été quand même, je veux dire, houspillé par les tenants de la nouvelle vague comme représentant de la pure qualité française, machin, à revoir ça aujourd'hui, en fait, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, quoi, en termes de style. Mais c'est vrai que ce que tu disais sur Audiard est tout à fait vrai, c'est-à-dire que là, c'est du Audiard sérieux, c'est pas les tontons flingueurs, quoi. Il y a le goût du bon mot, il y a le goût de la formule, le sens de la formule, mais du coup, ouais, mais ce qui s'applique très bien au propos du film, puisque c'est un film sur la parole politique. Et par exemple, moi, je remettrais ça en relation avec Bernard Blier, que moi je trouve parfait, c'est pas un de ses premiers rôles, puisqu'il jouait déjà depuis une quinzaine d'années, mais il a encore des cheveux, quoi. Genre, donc voilà, donc il est encore ça vous marque une époque. Il est encore assez jeune. Et moi, c'est hallucinant quand j'ai regardé le film. Moi, j'ai pensé au destin d'Emmanuel Macron, quoi, pendant tout le film, avec ce personnage-là. Ce personnage qui est conseiller du président du Conseil, qui est donc un fidèle parmi les fidèles, qui le trahit, qui va dans le camp d'en face, et qui finit par être pressenti pour être lui-même président du Conseil, et qui vient demander justement l'aval du vieux chef, l'adoubement du vieux chef. Et moi j'ai vraiment pensé, cette espèce de jeune ambitieux, puis qui en plus est le représentant des puissances d'argent, quoi. C'est-à-dire qu'il est le représentant des banques, des banques, du lobbyisme. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant de voir que des profits, c'est-à-dire que ce nouveau monde qui est censé incarner Emmanuel Macron, en fait, c'est un monde assez vieux, en fait. C'est un monde assez ancien, qui a déjà été représenté au cinéma, et qui a déjà été représenté, et qui existait, à mon avis, déjà dès le 19e siècle, où l'ambition et les intérêts personnels, ou en tout cas les intérêts, on va dire, de classe, se mêlent pour faire émerger des personnalités qu'on croit être nouvelles, et qui utilisent en fait des bonnes vieilles ficelles d'accession au pouvoir, et qui restent fidèles au camp de la bourgeoisie, puisque c'est de ça dont c'est. Et c'est vrai que le film, moi je comprends quand tu lui disais que le film a été reçu comme populiste. Effectivement, il y a un certain anti-parlementarisme quelque part mais c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que parce qu'en général le populisme, c'est le terme qui est utilisé par les démocrates quand ils ont plus confiance, ou quand ils ont peur des moyens démocratiques. Mais c'est vrai que et là c'est plutôt effectivement l'opposition d'un idéal républicain qui relève presque de la religion, pour moi, en tout cas dans le personnage c'en est parce qu'il est rentré en religion, parce que le personnage de Gabin dit lui-même il s'est jamais remarié, la relation était au bordel. Voilà, avec cette super phrase, quant au reste, je me suis fourni uniquement dans les maisons closes et les théâtres subventionnés. Voilà. ça c'est très yardesque. Mais voilà, il y a ce mec qui est une espèce de bloc effectivement républicain, qui est un mec qui tient sur ses idées, et qui se retrouve, qui en fait est entouré de jeunes ambitieux, d'une espèce de nouveau monde, mais qui était un nouveau monde qui est le monde de l'argent, en fait, tout simplement. Et là effectivement, on peut lire ça effectivement comme une forme d'antiparlementarisme, parce que toute l'Assemblée nationale, sauf lui, est corrompue. Et à un moment, il fait la liste par ordre alphabétique de tous ceux qui ont des intérêts dans l'industrie, et ils ont tous des intérêts dans l'industrie. Donc c'est vrai que là, il y a peut-être une ambiguïté, mais qui est peut-être liée à la période de réalisation du film aussi, puisqu'on est en 61, on est encore on est au début, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est au début de la 5e. Ouais, on est au début de la 5e République. Donc ce qui est représenté dans le film, c'est ce système dont plus personne ne voulait, d'instabilité parlementaire, de motions de censure qui n'en finissaient pas, où les présidents du Conseil revenaient, où les cabinets ministériels, c'était toujours les mêmes mecs qui tournaient, et où finalement il n'y avait plus de droite, il n'y avait plus de gauche, puisque au bout d'un moment on parlait d'union nationale tous les 5 minutes. Enfin voilà, c'est cette espèce d'instabilité parlementaire qui est justement ce contre quoi la 5e République s'est construite, en fait, pour avoir une solidité du pouvoir et un pouvoir présidentiel très fort, quoi. Après, je pense qu'il y a une logique de construire, bien entendu, de donner
la puissance au personnage joué par Jean Gabin, mais au-delà de l'antiparlementarisme un petit peu primaire, je pense que c'est plus une logique de construction du film. Oui, non, voilà. Il faut voir par rapport à une éthique et à une morale, à une personne en fait qui ne va jamais vaciller et pour aller vers un destin en fait où il pense aux Français, où il y a un destin commun par rapport à des intérêts on va dire personnels. Mais la grande force du film, au-delà de ça, c'est son rapport à la frontalité en fait. C'est-à-dire que même, et je disais qu'il y avait une importance de la porte ou du rideau, et c'est qu'en fait on va toujours on va aller dans le champ. C'est-à-dire que ce qui va aller derrière la porte, le spectateur va, comme les personnages, traverser cette porte pour aller dans les discussions. Et ça, c'est intéressant. Et même par rapport aux puissances financières, aux puissances lobby, les mots sont dits tels quels. Le terme lobby est employé, le terme de banque, le terme t'es marié à une banque sont employés. Et ça, c'est hyper intéressant. Et quand tu regardes ça, donc on dit que c'est de la politique fiction, mais en fait finalement c'est comme tu disais le doc, c'est de la politique documentaire quand tu vois ce qui se passe en 2020, parce qu'en fait tous ces conflits d'intérêts, ces passages entre le public et le privé de ces hommes pseudo-politiques font que en fait le film date de 1960, mais il a une telle avancée, il est tellement visionnaire par rapport à ce que va devenir le système politique français, en fait, que Verneuil force le respect. Et rien que ce film-là, après, il a bien entendu joué donc Week-end et puis Week-end à Zuidcote et puis surtout cet immense chef-d'œuvre qui est un Singe en hiver. Donc 100 en 000 fait, $ au soleil. donc voilà, Verneuil, c'est un cinéaste qu'on aime bien ici, mais en fait là, il pose un jalon hyper important dans un cinéma français dans les années 60. Voilà, on commence à aller dans la rue, voilà, la nouvelle vague arrive, tout ça, machin, patin couffin. Et en fait, le mec, il te sort un film politique tel qu'il en faudrait politique, plus, tel qu'il en faudrait, il en faudrait définitivement plus. Mais juste sur cette question de la frontalité, moi, il y a quelque chose. Alors c'est marrant parce que quand j'ai vu le film, il y a des répliques qui moi m'ont vraiment posé question, et notamment il y a des choses qu'on va voir avec l'antisémitisme à l'intérieur de ce film-là. Notamment, il y a un moment dans le discours, et je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit waouh, d'accord, là ça devient, on passe dans des trucs un peu casse-gueule quand même, parce que il y a un moment, donc Gabin dit à propos d'un mec, vous faites partie de la comment dire, des chrétiens de droite, et vous êtes en affaire avec une banque israélite. Et là, c'est là que je me suis posé la question, est-ce que le personnage de Gabin est antisémite, c'est-à-dire qu'il rapporte les juifs à l'argent, ou est-ce qu'au contraire, ce qu'il pointe, c'est la tartufferie de ce camp chrétien de droite, qui eux sont antisémites, qui historiquement, on va dire, ou traditionnellement, mais qui font du business avec. Mais qui font du business avec les juifs. Et ça résonne avec une des dernières répliques du film, où il dit si chaque antisémite a son juif, chaque anticlérical a le droit d'avoir son curé. Et il y a une ambiguïté, je trouve. Alors je trouve que c'est assez. Voilà, moi je ne pouvais pas me lancer dans des polémiques et des machins, mais j'avoue que sur le moment, il y a des moments où j'ai été un peu gêné par cette frontalité, parce que tout simplement, je me rends compte que c'est quelque chose auquel on n'est plus du tout habitué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe de précaution idéologique, mais alors qui est justifié, hein, je dis pas qu'il faut dire des trucs antisémites dans les films, hein, mais par contre, on voit bien que c'est un film d'une autre époque. C'est-à-dire où il y a des choses qui peuvent être, où il y a des choses qui sont exprimées, des ambiguïtés qui sont exprimées, qui sont, moi je trouve, qui sont assez franches, qui placent le spectateur par rapport à un questionnement par rapport à ça. Enfin, en tout cas, moi, ça a provoqué un questionnement chez moi, et qui, à mon avis, serait très très compliqué à faire aujourd'hui dans un film, parce que ça risquerait, parce que là encore une fois, il y a toujours l'idée de un personnage, c'est pas l'auteur. Un personnage, c'est pas un acteur. Voilà. Et donc du coup, voilà, ça, j'avoue qu'il faudrait que j'en sache un peu plus sur cette partie-là de l'écriture du film, parce que voilà, dans quel esprit Audiard pense ça. Moi, j'ai pas l'impression que c'est aussi ambigu quand même, hein, Audiard sur pas mal de choses. Voilà, sachant qu'Audiard est un mec qui est un peu comme son personnage, c'est-à-dire très libéral sur certains aspects, hyper conservateur sur d'autres. Donc c'est vraiment des gens d'une autre époque, et qui sont du coup un peu difficiles à lire maintenant aujourd'hui, en tout cas qui posent question dans la manière dont sont écrites certaines répliques ou certaines situations. On va devoir s'arrêter là, messieurs. Donc c'était Le Président de Henri Verneuil, ressorti en Blu-ray chez Gaumont. Et pour conclure, puisque donc la grande référence politique du film est Georges Clemenceau. Quand Georges Clemenceau était président du Conseil, il parlait de son chef de cabinet et il disait « Quand je pète, c'est lui qui pue ». Voilà, on va passer. Et il disait aussi à propos du président Félix Faure, qui était mort dans les bras d'une prostituée, il s'est voulu César, il n'a été que pompé. Voilà, une très belle phrase, personnellement. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimoset. C'est de la merde.
C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la notion plus de grande vie. merde des Extrêmement merdes. important. Docteur. Votre coup de cœur J'étais en de train la de penser que semaine. tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Exactement. C'est bien ce que j'étais en train de me dire. Voilà, c'est bien ce que j'étais en train de me dire. Moi, ce serait un coup de cœur. Pour contrebalancer mes réflexions sur l'antisémitisme, ce sera une série créée, ce sera You Curb Your Enthusiasm, série créée par Larry David, où il y a des choses effectivement très drôles sur la judéité également. Voilà, je suis arrivé à la 3e saison et c'est très méchant. La série qui nous venge de la vie. Ouais, c'est très méchant, très acide, très américain, et c'est très bien. Voilà. Carrément Floré. Moi, ce sera Kiki la petite sorcière de Hayao Miyazaki. C'est plus mignon. Ou derrière justement la mignonitude d'un film enfantin, en fait, le papa, le maître, j'ai envie de dire Miyazaki, nous rappelle toujours que derrière l'émancipation, il y a toujours de la douleur. Ben oui. Alors moi dans un tout autre style, merci Thibaut, donc ce sera Arcadia de Paul Wright, film écossais de 2017, qui en fait est un film de montage de films d'archives anglais, donc que ce soit télé, court-métrage, film de famille on va dire, et on monte tout ça juste sur la campagne anglaise, donc à la fois sur les travailleurs ruraux, sur le côté panthéiste, sur le côté magique de l'Angleterre, avec différents propos qui sont aussi des extraits d'archives et sur une musique de mecs de Portiched, un film assez fascinant et je trouve absolument magnifique, qui nous montre une Angleterre justement comme on a rarement l'occasion de la revoir maintenant. Valentin n'a pas de coup de cœur car il travaille trop. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour parler notamment des violences policières qui n'existent pas en France, je vous le rappelle. Prochaine émission, prochaine édition. Merci messieurs et à ciao, bonsoir. Salut. Salut.